cher secrétaire général, Hubert Joannet, tu as la parole. Tu vas maintenant évoquer Alfred Velpeau, histoire d'un chirurgien qui est devenu une marque. Oui, alors quand on parle de Velpeau, on pouffe, hein. On pouffe, on dit la bande Velpeau, pouffe, on pouffe. Non, Alfred Velpeau a été un très grand chirurgien. Il a une grande carrière qui retrace bien l'évolution de la chirurgie au XIXe siècle. Mais c'est vrai que son destin fait que son nom est resté à la bande Velpeau. Alors, il naît à Brèche. Donc Brèche, c'est un petit bourg qui est aux confins de la l'Indre-et-Loire et de la Sarthe, 35 km au nord-ouest de Tours. Et son père, il est maréchal vétérinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, en fait, Louis XV, en 1765, crée l'école d'Alfort, qui est une école vétérinaire. Et parce qu'à l'époque, les animaux, et en particulier les chevaux, avaient une importance considérable en termes d'économie, de transport, de défense nationale. Et on pouvait être formé en étant maréchal ferrant pendant 3 ans, et si on voulait, pour être médecin vétérinaire, on continuait 2 ans de plus. Alors, est-ce que le père a fait toutes ces études, en tout cas les 3 premières années, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il avait une place, une position professionnelle très importante dans ces campagnes, qui étaient d'ailleurs à l'époque très peuplées. Et c'est un métier d'ailleurs finalement qui n'a disparu que dans les années 1960-1970, mais qui restait très important. Alors le fils est quelqu'un de curieux, mais bon, il est quand même d'une extraction un peu compliquée. Et donc, il va commencer par servir la messe en latin, parce que là-bas, le curé, dans ces villages, est un personnage très important, et le curé lui apprend à lire et à écrire le français. Et comme il est curieux, il lit les bouquins qu'il y a chez son père, donc le traité d'Hippiatrique, médecin des pauvres, le traité des maladies des artisans, les remèdes charitables de Madame Fouquet pour guérir à peu de frais, toutes sortes de maux externes. Et donc on est là en 1805, il a à peu près une dizaine d'années, et bon, il rend des services au fur et à mesure, il aide son père dans son métier, et puis jusqu'en 1811, où il va lui arriver une bricole, puisque en voulant rendre service à une jeune fille, il lui administre un hallucinogène toxique. Alors du coup, on est obligé d'appeler le médecin qui vient de Tours et qui guérit la jeune fille, mais qui est frappé par les connaissances et la curiosité de ce jeune homme et qui propose à ses parents de le confier à un précepteur. Et du coup, il va être hébergé dans une famille bourgeoise. Et alors, là, il va faire la connaissance de Pierre Bretonneau, puisque c'est Pierre Bretonneau qui est le médecin chef de service à l'hôpital de Tours, et comme il est intéressé, il vient voir, il rend service, etc. Alors Pierre Bretonneau, c'est quelqu'un de très important en fait dans la médecine française, puisqu'il a fait une thèse sur de l'utilité de la compression et en particulier de l'efficacité du bandage de Théden dans les inflammations idiopathiques de la peau. Bref, c'est lui en fait qui a introduit le principe thérapeutique de la compression. Et en fait, la bande Velpeau, c'est Bretonneau en pratique, puisque vous verrez que Velpeau va reprendre dans sa thèse les éléments de Bretonneau. Et puis, il est donc médecin chef à l'hôpital de Tours, et il aura également comme interne Armand Trousseau, qui aura le même parcours qu'Alfred Velpeau. Et il n'a pas fait que de la compression comme principe thérapeutique, il a beaucoup travaillé et publié sur la diphtérie, la typhoïde et les maladies contagieuses, avec un certain nombre de postulats qui se sont révélés en fait vrais plusieurs dizaines d'années plus tard.
Alors du coup, il est accroché à Pierre Bretonneau, comme un élève à son patron, et donc il est d'abord interne en 1816, puis ensuite premier interne, puis il va devenir, sur les conseils de Bretonneau, officier de santé. Alors l'officier de santé, c'est quelque chose qui a été institué pour traiter les déserts médicaux, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des déserts médicaux. La Révolution avait un peu mis tout par terre dans les facultés de médecine, et il n'y avait pas assez de médecins formés dans les facultés, et donc il a été décidé en 1803, et ça durera d'ailleurs jusqu'en 1892, de nommer des officiers de santé qui ne pourront exercer que dans le département, pour d'ailleurs ne pas faire toute la médecine, mais qui ont été une force d'appoint très importante pour justement prendre en charge les populations. Et donc, Alfred Velpeau va devenir officier de santé en 1819. Il ne sera pas le seul, puisque Philibert Roux, Bretonneau lui-même avait été officier de santé, et un chirurgien comme Malgaigne également était officier de santé avant de devenir médecin. Et donc, il progresse dans son travail. Alors, il faut dire qu'en fait, il allait aussi aider Bretonneau dans les cimetières pour faire des autopsies. Et donc, c'était en fait des journées bien remplies et parfois même des nuits pour aller au cimetière chercher des corps. Il a une recommandation pour Jules Cloquet à Paris en 1820 et il va donc commencer comme aide d'anatomie à l'hôpital Saint-Louis. Alors, il gagne le concours de l'école pratique, ce qui l'installe un petit peu avec un petit pécule, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Et devenant prosecteur d'anatomie, ça va lui permettre de donner des cours payants qui tout de suite auront un très grand succès. On peut dire que toute sa vie, Alfred Velpeau a été un très grand pédagogue, que ses cours auront toujours beaucoup de succès et qu'il a enseigné des dizaines et des dizaines et des dizaines de médecins et de chirurgiens. Alors, ce qui aide également, c'est que il est aide opératoire d'un chirurgien qui s'appelle Charles Bougon, mais qui est quand même le chirurgien de la duchesse de Berry, qui n'est rien d'autre que la belle-fille de Charles X, qui sera roi en 1824. Il continue sa carrière, il va passer sa thèse de médecine, qui sera présidée par la Laennec, mais en réalité, on a l'impression qu'il ne s'est pas beaucoup investi dans ce travail, puisqu'en fait, il reprend énormément d'éléments de son maître Bretonneau dans la thèse de Bretonneau. Sa thèse s'intitule « Remarques sur les fièvres intermittentes, le ténia, les altérations sanguines, la compression, etc. etc. » Enfin, on voit bien que c'est une étape obligatoire qu'il franchira d'ailleurs sans difficulté. Et puis, il va passer très rapidement son agrégation de médecine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, il fallait former des professeurs, il fallait donc qualifier des professeurs. Et en 1822, la faculté de médecine de Paris est fermée parce qu'il y avait des manifestations étudiantes. Et donc, c'est le ministre de l'instruction publique c'est le ministre de l'Intérieur, dont dépend l'instruction publique, qui prend la main et qui donc fait fermer cette faculté et va créer une agrégation de médecine avec un concours qui interviendra en 1823, et c'est pour ça qu'il se présente très rapidement. Il est reçu au concours d'agrégation de médecine. Ils sont 5 à être reçus sur 26 candidats. Il y a d'ailleurs Cruveilhier dans la promotion. Et alors qu'il n'a fait jusque-là que de la médecine, il va à ce moment-là se tourner complètement vers la chirurgie. Sa carrière va se poursuivre, comme c'est classique à l'instance publique à cette époque, d'abord au bureau central, ensuite il devient chirurgien-chef de service par intérim à Saint-Antoine, puis chef de service à la Pitié, et enfin chef de service à l'hôpital de la Charité, ce qui, à l'époque, est le Graal en termes de fonction hospitalière. Alors vous voyez ici une illustration qui montre bien l'importance des leçons cliniques et des leçons anatomiques d'Alfred Velpeau auprès de ses étudiants. On ne voit pas bien sur le tableau la raideur de l'index droit, qui a été consécutive à une piqûre anatomique lorsqu'il faisait des autopsies avec Bretonneau, mais ça ne l'empêchera pas d'opérer. Alors,
il a une activité intense, de 340 publications, il fait un traité de pathologie chirurgicale en 2 volumes, puis ça ne lui suffit pas, alors des nouveaux éléments de médecine opératoire en 3 volumes, etc. Et la situation à Paris, qui est quand même la plus grosse faculté de médecine de France à l'époque, de très loin, puisqu'il y avait 3 facultés de médecine à cette époque-là. Il y avait Paris, avec à peu près 8000 étudiants, il y avait Montpellier, avec environ 600 étudiants, et Strasbourg, avec 170 étudiants. Et donc tout ça est très organisé, il y a 18 spécialités médicales ou chirurgicales, et il y a 38 professeurs titulaires de chaire. À cette époque-là, on est à la vers 1843. Le doyen de la faculté, c'est Orfila. L'assistance publique, c'est 88 internes qui sont nourris logés pendant 4 ans, et 400 externes non nourris, non logés également pendant 4 ans. Et donc, il aspire à avancer dans sa carrière, mais il va échouer à la chaire d'obstétrique en 1830, puis à la chaire de physiologie en 1831. Il ne rechigne pas, il se présente à la chaire de pathologie externe en 1833, échec, et finalement en 1835, il devient titulaire de la chaire de clinique chirurgicale. C'est le Graal pour les chirurgiens parisiens. Alors effectivement, à Paris, en 1843, il y a 4 hôpitaux importants. Il y a d'abord l'Hôtel-Dieu, qui est dirigé par Philibert Roux. C'est de très loin l'hôpital le plus important de France, peut-être même d'Europe d'ailleurs. Il y a 17 000 admissions, 32 internes, 124 externes. C'est vraiment un vaisseau amiral. À noter que l'Hôtel-Dieu, à cette époque-là, n'a pas encore brûlé et est localisé juste au bord de la Seine. Alors, actuellement, il est de l'autre côté du parvis de l'Hôtel-Dieu, mais à cette époque-là, il était juste au bord de la Seine. C'est le grand bâtiment que vous pouvez apercevoir. Autre hôpital très important, on ne dira pas que c'est le plus important, mais c'est clairement le plus prestigieux. C'est l'hôpital de la Charité. Alors, l'hôpital de la Charité, il siégeait à la place de l'actuelle faculté de médecine des Saints-Pères. C'est le plus prestigieux, c'est celui de Corvisart, c'est celui de la Hennec, c'est celui d'un grand nombre de médecins, et donc Alfred Velpeau deviendra donc le chef de service de l'hôpital, l'unité de chirurgie, l'hôpital de la Charité, mais vous voyez qu'à côté de l'Hôtel-Dieu, ça n'est que 8000 admissions. Troisième hôpital qui est important, c'est l'hôpital des Cliniques, qui est dirigé par Jules Cloquet, où nous sommes actuellement. Ça s'appelait à l'époque l'hôpital des Cliniques. Alors pourquoi c'est important? Non pas parce qu'on y travaille beaucoup, non, il n'y a que 2500 admissions, mais surtout c'est le siège de la faculté de médecine de Paris. Et donc c'est un endroit très important, qui permet de lui donner justement cette importance. L'hôpital des Cliniques, je ne saurais vous dire quand est-ce que ces fonctions hospitalières se sont arrêtées, mais je crois que ça n'a pas duré au-delà du début du XXe siècle. Et enfin l'hôpital de la Pitié, qui devient de plus en plus important, dirigé par Auguste Bérard, 9000 admissions. Pour ceux que ça intéresse, tous ces renseignements sont tirés d'un livre écrit par un étudiant américain, un interne américain, qui a passé 5 ans à l'assistance publique à cette période et qui a tout écrit. Vous avez les montants de consommation de blé de chaque hôpital, le taux de mortalité, etc., etc. Alors ensuite, Alfred Velpeau va poursuivre sa carrière. Il deviendra membre de l'Académie de médecine en 1832. Il succédera au baron Larrey à l'Académie des sciences en 1842. Il participera activement au débat concernant l'anesthésie, pour, contre, le chloroforme, l'éther, le protoxyde d'azote, rien n'était acquis, et donc les débats ont duré longtemps. Il a d'abord été contre, puis ensuite il a été pour. Et donc, il a vu arriver également tout juste l'antisepsie.
Et il va décéder en 1867, d'ailleurs la même année que Civial, Jobert de Lamballe et Trousseau. Ça a été une année assez marquée. Et alors, ce qui est toujours intéressant pour montrer l'importance du personnage au XIXe siècle, c'est de voir qui tient les cordons du poil. Eh bien, ceux qui tenaient les cordons du poil pour les funérailles d'Alfred Velpeau, c'était rien moins que le président de l'Académie des sciences, le président de l'Académie de médecine, le directeur de l'assistance publique et le doyen de la faculté de médecine. Voilà. Alors, il a beaucoup écrit. Ses travaux ont été diffusés à l'étranger, en particulier par les étudiants américains qu'il recevait. Il a sûrement beaucoup appris à beaucoup de monde, mais il n'est resté que par l'intermédiaire de la bande, qui en fait a manifestement été traitée par Bretonneau, enfin introduite par Bretonneau, en sachant que pour les années qu'il a passées à l'hôpital Saint-Louis, il a eu beaucoup de pathologies à traiter et que ces pathologies ont été certainement bien améliorées par l'utilisation de bandes de contention. Alors la publicité, les bandes Velpeau, alors c'est une marque qui a été déposée par la pharmacie centrale des hôpitaux en 1890 et qui a été rachetée par l'entreprise Lohmann en 1992. Et alors, la bande Velpeau, c'est iconique, hein, c'est comme la baguette de pain, c'est un truc, tout le monde connaît la bande Velpeau, qui n'a pas croisé une bande Velpeau dans sa vie. Hein. Et les guerres, hein, là on voit une photo de la guerre de 14, mais la photo que vous avez à droite, c'est une photo qui date de l'an dernier, hein, la guerre en Ukraine. Les activités sportives, on dit tout le temps des bandes Velpeau. Même les artistes ou la mode s'en sont saisis. La chaise que vous voyez à droite, c'est une chaise faite avec des bandes Velpeau qui est exposée au MoMA, au Musée d'art moderne de New York. Et il y a même une planète qui a été nommée Velpeau en 2005. C'est vous dire finalement l'importance que cela a pris. Pour autant, Alfred Velpeau continue à assister tous les mercredis de 14h30 à 17h aux sessions de l'Académie nationale de chirurgie. Je vous remercie. Alors, merci, cher Hubert, pour cette conférence historique dont tu as le secret chaque année. Alors, tu évoquais au début du XIXe siècle les déserts médicaux. On en parle beaucoup actuellement et j'espère que nous ne sommes pas en train de revenir à la bande Velpeau.